Toujours dans la suite de la série Question intellectuelle, nous accueillons cette fois-ci comme invité Mohamed Semoudjouf, titulaire du master de langue étrangère appliquée à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et étudiant en formation de master de traduction professionnelle. Monsieur Diouf, bonjour. Bonjour Nyanya. Toujours, nous sommes avec notre chroniqueur, Monsieur Mohamed Som, surnommé Baudelaire. Monsieur Mohamed, bonjour. Bonjour et bonjour Semou, d'avoir bien voulu continuer cette problématique qu'a ouvert le professeur Nyan tout à l'heure, dont nous espérons aboutir à une contribution critique. Merci. Alors, Monsieur Diouf, quelle analyse socio-historique faites-vous du terme intellectuel? Merci Madame Nyang Diouf, merci à Mohamed, le chroniqueur intervieweur. À commencer par rappeler que le terme, disons, le concept d'intellectuel a une certaine socio-histoire, disons une certaine contextualité en termes du cheminement historique que le terme a connu, à travers où est-ce que ça a été prononcé pour la première fois, dans quel contexte, dans quelles circonstances, ce qui m'amène à dire que le concept intellectuel a été forgé officiellement lors de l'affaire Dreyfus, qui a eu lieu en France à la fin des années 1800, disons à la fin du 19e siècle. Donc c'était la première fois qu'on avait utilisé le concept, je dirais, intellectuel, dans le cadre où il y avait des intellectuels, pour dire maintenant effectivement le terme, qui ont pris parti pour défendre, innocenter un officier de l'armée qui a été mis en accusation pour collision avec l'ennemi qui était l'Empire allemand. Donc il y avait des intellectuels comme Maurice Barrès, il y avait des intellectuels comme Anatole France et Émile Zola qui était l'éditorialiste du journal L'Aurore, qui ont été les premiers à officialiser et à légitimer le terme d'intellectuel. Ça c'est la petite socio-histoire du concept intellectuel. Mohamed, vous voulez rebondir? Oui, bon, parlant de socio-histoire, ça va être un peu long. Mais parlant de Zola, n'est-ce pas, j'accuse en 1898, ce qu'il dit est très fondateur de la notion d'intellectuel. Il dit: mon devoir est de parler. Donc dans la mesure où parler, il signifie faire, n'est-ce pas, John Austin, quand dire c'est faire. Dans la mesure où parler signifie faire, l'intellectuel a toujours été présent ici. Dans la mesure, remontons vers l'Antiquité. Remontons avec Homère, remontons avec Platon, remontons avec Aristote, remontons avec Sophocle, Quintilien, Plutarque. Nous verrons que l'intellectuel a été toujours présent dans l'humanité, mais la parole n'est pas une parole anodine. La parole de l'intellectuel est toujours fondatrice de quelque chose. Elle part d'un intellect et fonde un intellect. La parole de l'intellectuel part de l'intellect et fonde un intellect. C'est-à-dire que c'est une parole qui est tout le temps, qui permet tout le temps la germination quand même d'un certain nombre de rationalités, d'un certain nombre de spiritualités. Voilà. Socio-historiquement, l'intellectuel, c'est celui-là qui, depuis la nuit des temps, a essayé d'expliquer la présence de l'homme dans le monde, a essayé d'expliquer le monde, a essayé d'expliquer l'homme à la faveur d'une observation, à la faveur d'une analyse critique, à la faveur d'une interprétation. Donc j'ai parlé avec le professeur de légere, qui signifie recueillir, c'est-à-dire un ensemble d'observations, puis lire. C'est pas Saint Thomas, lire dedans. La conception intime de l'individu, qui se connaît lui-même, et se connaissant, connaît le monde. D'accord. Alors, Monsieur Diouf, intelligence et intellectuelle, est-ce la même chose? Oui, Nyanya, vous avez posé une question très pertinente parce que déjà, il y a une corrélation, il y a un lien entre intelligence et intellectuel. Parce que quand on parle d'intellectuel, à la base, il y a une fonction qui est assez vitale, qui est essentielle, je dirais, qui est ce qu'on appelle l'intellect. L'intellect est une fonction mentale. C'est une prédisposition génétique dont nous jouissons. Et ce qui fait de nous des gens qui réfléchissent, ce qui fait de nous des gens qui conceptualisent, ce qui fait de nous des gens qui soient confrontés à un environnement qui nous interpelle à agir, à prendre des décisions, à conceptualiser, à fabriquer, à imaginer et à nous projeter vers le futur. Donc disons que au plan grammatical, on voit que maintenant il y a une parenté, on voit qu'il y a une familiarité entre les deux mots, parce que vous avez dit intellect, intelligence, ou disons intellect et intellectuel. Donc on sait que l'intellectuel, il doit être effectivement celui qui est capable
à la lumière de son intelligence, de répondre à des questions sociétales, à la lumière de son intelligence, de pouvoir prendre des décisions qui sont jugées lucides, rationnelles. Donc il y a forcément un lien entre intelligence et l'intelligence, parce que l'intelligence est une faculté intrinsèque de celui qui se réclame intellectuel. Oui, tout à fait. La racine est la même, suivant l'étymologie. L'intelligence, c'est une aptitude qui est innée à tout individu, n'est-ce pas? Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. L'intellectuel, c'est l'effort de soumettre son intelligence à un travail qui aura pour conséquence d'aboutir à une production d'idées. C'est un effort conscient et réfléchi où l'homme cherche à comprendre ce qui lui paraît incompréhensible, à expliquer ce qui l'étonne, à répondre à des questions qui de tout temps et sous tous les cieux se posent à l'homme concernant l'être en général, sa manière d'être, sa destinée. Je vous renvoie à la philosophie morale des Wolof. Donc c'est un peu ça. On peut être intelligent sans pour autant être intellectuel. Donc c'est cette intelligence fainéante qui se base essentiellement sur ses aptitudes génétiques. Mais l'intellectuel, c'est celui qui va vers l'effort de connaître et de savoir. D'accord. Monsieur Sow, tout à l'heure vous étiez avec nous, là où le professeur Nian parlait du rapport entre l'intellectuel et la société. Selon vous, quel est ce rapport? L'intellectuel, je pense que c'est Senghor qui disait qu'il doit être un exemple. Il doit être médiation et exemple dans le premier volume des Libertés. Dans un sens où nous avons vu avec l'histoire des idées qu'il y a toujours eu cette volonté des intellectuels à façonner une certaine forme de société où il n'y aura plus certains heures, certains mœurs, certains mots. Vous avez vu avec Platon dans sa République où cette République, cette cité idéale n'adviendra que si la muse philosophique gouverne la République. C'est-à-dire que soit le philosophe est roi, soit le roi est philosophe. Mais attention au terme philosophe ici. Attention au terme philosophe. Le philosophe ici, c'est celui-là même qui non seulement est à la quête du savoir, mais qui non seulement pourra transmettre ce savoir. Philosophie et sagesse donc s'impliquent mutuellement dans une relation où l'un est commencement, l'autre aboutissement. L'une est réflexion, l'autre mode de vie conséquent. Conséquence de cette réflexion. Donc cette société-là sera la conséquence, la résultante de la réflexion initiale, et cette réflexion va agir au fil et à mesure de la production de l'intellectuel. La cité de Dieu de Saint-Augustin, c'est une relation entre l'intellectuel et la société. L'abbaye de Thélème de Rabelais, où, n'est-ce pas, la société est gouvernée non seulement par les livres, non seulement par la quête du savoir, la quête perpétuelle, parce que cette abbaye est non seulement une abbaye, mais il y a le latin, le grec, il y a, n'est-ce pas, des bibliothèques où quand même l'essentiel de la vie de ces gens-là est l'accession au savoir, mais il y a la conscience. On ne peut pas parler de Rabelais sans occulter la conscience. Cette fameuse citation que nos amis scientifiques s'approprient, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Parce que pour Rabelais, la conscience, cette voie intérieure, gouverne le savoir, mais gouverne les qualités initiales de l'homme, cette animalité. Il y a la civilisation de l'universel, où le dialogue est non seulement entre les individus, mais avec l'individu et le texte. Avec l'intellectuel et le texte. Avec l'intellectuel et le texte. Ça, c'est important. Monsieur Diouf, vous avez quelque chose à rajouter sur ce qu'il vient de dire? Oui, certainement. Juste ajouter que l'intellectuel il ne peut pas s'extirper des questions sociétales. Il ne peut pas être, disons, autre chose. Il ne peut pas être autre chose qu'un individu à la base, basiquement. Parce que quand on parle de l'intellectuel en tant que tel, c'est quelqu'un d'abord qui est légitime au plan social. Donc, parce qu'on peut être un intellectuel et faire ce qu'on appelle des bouleversements, qui se comparent à des tsunamis en général, quelque chose qui allait rompre l'ordre social. Parce que déjà, vous êtes un individu qui évolue dans un certain ordre social. Donc, il faut que vous soyez d'abord légitime. Il ne faut pas que vous soyez antinomique par rapport à ce qui est préétabli ou bien établi foncièrement dans un cadre social ou sociétal. Donc, il faut que l'intellectuel déjà ne soit pas quelqu'un qui soit assez immoral pour se réclamer crédible et audible. Parce que c'est important de rappeler crédible et audible. Parce que dès lors que vous voulez être crédible,
audible et suivi, c'est parce qu'au moins vous avez des prédispositions, parce que vous avez des missions, des fonctions que vous assignez et qui vont dans le sens où vous devrez au moins se faire interpeller par la société. Et les réponses que vous en fournirez par rapport à tout ce que tu es, en tout cas, tout ce que tu as à développer, à conceptualiser, soit en phase avec ce qui peut-être favoriser le progrès social, ce qui peut peut-être favoriser la stabilité sociale. On peut être un intellectuel qui soit là, par exemple, pour aviver les conflits interethniques. Un intellectuel, par exemple, qui est là juste pour frélater, corrompre la société dans sa collectivité. En tout cas, avoir des missions subversives. Parce que l'intellectuel, avant tout, je le dirais ici en petit résumé, c'est la légitimité sociale. C'est ça qu'on appelle quelque part une crédibilité sociale ou sociétale. Donc ça, c'est disons des prérequis vraiment pour être intellectuel dans son cadre social, avant tout. Que ce soit pas une question de légitimation, de prestige, de diplôme, non, non, non. Avant tout, quand vous êtes une voix autorisée et conçue comme étant compétent sur une question sur laquelle vous êtes interpellé, au moins cette légitimité sociale, elle est importante. D'accord. Alors, Monsieur Diouf, qu'est-ce qu'un intellectuel? Un intellectuel, une question, je dirais, assez problématique quand il s'agira quand même d'y répondre. Mais il faut qu'on tienne aussi compte de la pluralité des définitions et des approches, parce que c'est important. Parce que l'intellectuel, avant tout, je partirai d'abord par une définition dictionnarique, à la base de ce que propose par exemple un dictionnaire ou des dictionnaires. On conçoit qu'à la base, que l'intellectuel, avant tout, c'est quelqu'un qui se consacre par goût ou par profession à des activités ou à une activité de l'esprit, à une réflexion, à des réflexions, ou bien celui qui est assez légitime pour être interpellé sur des questions auxquelles l'auditoire attend des réponses de par sa compétence, de par son expérience, de par son vécu, de par sa scientificité. Parce que ça, c'est important de le rappeler. Donc, pour montrer que l'intellectuel n'a pas une définition figée, il n'y a pas une définition unitaire, c'est une définition problématique. Parce que du point de vue structurel, on voit que l'intellectuel a besoin d'une certaine légitimation de par ses diplômes. Dans certains cadres, ou bien dans un certain prisme, on voit que l'intellectuel a besoin d'une certaine légitimation dans ses compétences. Par exemple, un signal qu'on peut donner, c'est quoi? C'est l'exemple du diplôme. L'intellectuel également a besoin d'une tribune qui sache l'écouter aussi. C'est important. Ça peut être sa société, ça peut être son ethnie, sa race, ça peut être un média sur lequel nous sommes assis comme ça, par exemple le plateau télé. Ça peut également, disons, une certaine mission qu'il s'assigne et dont la légitimation, comme je l'ai dit, est bien, en tout cas, reconnue. L'intellectuel, sur le plan socio-historique, il y a une petite socio-histoire qui définit l'intellectuel par rapport à des combats. L'intellectuel est la justice, l'intellectuel est la politique, l'affaire Dreyfus, l'engagement sartrien, l'engagement camusien, etc. Donc l'intellectuel a aussi sa part d'éthique. Parce qu'on peut pas vouloir être un intellectuel pour juste faire le prestige, le jeu de mots et qu'on se réclame maintenant intellectuel à part entière. L'intellectuel a une mission qui a une certaine dimension morale. Je ne dirais pas qu'elle est une dimension absolue de l'intellectuel. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des questions d'éthique, de justice, d'engagement, des questions liées à des institutions sociales, à des injustices basées sur le genre, sur la race, interpellent l'intellectuel. Parce qu'on voit qu'actuellement, l'intellectuel, c'est lui qui se fait interpeller. Celui qui est légitime, de par son savoir, de ses diplômes, de ses conséquences, à pouvoir être reconnu pleinement comme étant celui qui peut apporter des éléments de réponse face à des problématiques sociétales, environnementales, techniques, etc. Donc Gramsci dit que l'intellectuel est celui qui peut s'ériger comme étant un être qui puisse répondre à des préoccupations politiques, techniques, donc sa fonction elle est sociale. Donc l'intellectuel est intrinsèquement lié à un besoin de progrès, de stabilisation sociale, voilà, disons, en tout cas celui qui veille, qui a un rôle de vigie face à l'ordre social. Ouais, l'intellectuel, on peut le définir ainsi. Merci Monsieur Diouf pour ce développement. Mohamed Sow, selon vous, qu'est-ce qu'un intellectuel? Bon, pour ne pas partir dans une aventure dissertative, je dirais que c'est un humaniste scientifique. Un humaniste scientifique. Un humaniste au sens où l'avait entendu l'âge des grands bâtisseurs, le 16e.
mais un scientifique au sens étymologique, c'est-à-dire qu'un humaniste savant. Celui-là qui a cette capacité de discernement et d'influence. Celui-là qui a cette capacité de connaissance, de savoir et de transmission. C'est le savant pédagogue. En un mot, c'est le savant pédagogue qui agit au service de l'humanité. Donc, il est inclus dans ce service, mais la société, elle est incluse dans ce service. Pour faire bref, c'est un humaniste savant. L'intellectuel est un humaniste savant, selon Mohamed Sow, notre chroniqueur surnommé Baudelaire. C'est la fin de cette série avec notre invité Mohamed Semou Diouf. Maintenant, nous allons laisser notre critique nous faire sa critique. Alors, merci beaucoup Nyanya. La critique d'aujourd'hui, je l'ai axée sur 3 points que j'ai jugés fondamentaux. L'itinéraire ontologique, l'intertextualité et l'organisation sociale. Cet itinéraire est constitué d'un parcours initiatique, de la pratique des textes et de l'ontologie en tant que telle. C'est-à-dire que on ne naît pas savant. Il y a d'abord une prise de conscience de son ignorance et cette volonté d'aller à la quête de ce savoir. Maintenant, depuis fort longtemps, le savoir est inscrit, d'abord par souci de mémorisation, puis par souci de transmission, inscrit à travers des textes. Donc c'est la pratique de ces textes qui permettra d'abord de savoir ce qui était et de contextualiser ce qui était à travers ce temps. Donc la pratique des textes et puis la révélation. La lecture n'est pas seulement une lecture des textes, elle est une lecture de soi. On lit un texte pour découvrir et pour se découvrir. C'est Antoine Compagnon qui disait que une lecture n'est complète effective que si le lecteur se découvre à travers la lecture. Donc c'est une lecture pour découvrir, c'est pas le savoir qui est inscrit dans le texte, mais c'est une lecture pour se découvrir, pour se lire et pour lire la société, pour lire l'humanité. Donc pour contextualiser, il faut d'abord lire, engranger le matériel savant qui est inscrit, mais il faut contextualiser ce matériel à travers une relecture de la société. Et n'est-ce pas un dévoilement, c'est assez développé ici. Maintenant, l'autre point, c'est l'intertextualité. Le rapport, de manière terre à terre, le rapport d'un texte à un autre texte. C'est-à-dire que, depuis toujours, n'est-ce pas, les manifestations du savoir ont divergé d'un intellectuel à un autre. Pour d'aucuns, c'est la philosophie. Pour d'autres, c'est le roman. Pour d'autres, c'est la poésie. Pour d'autres, c'est la sociologie. Pour le professeur, c'était les mathématiques, etc., etc. Donc, l'intellectuel, quand même, c'est celui qui pourra faire la synthèse critique entre au moins, à défaut de toutes ces différentes formes de savoir, au moins deux ou de trois manifestations de ces savoirs, donc l'intertextualité. Il ne s'agira pas donc seulement de faire le rapport, mais de faire la transcendance textuelle afin d'aboutir à cette archéologie, afin d'aboutir à cette anthropologie, n'est-ce pas, tant rêvé, cette anthropologie mythique qui veut synthétiser l'ensemble des domaines de savoir, la totalité du savoir, comme disait Aristote, dans la mesure du possible. Certainement, dans l'histoire, les intellectuels se sont réclamés totalitaires. Sartre pense que c'est la philosophie. Pour Chalumeau, Blanchot, c'est la littérature. Pour d'autres, c'est la poésie. Pour d'autres, c'est les mathématiques. Mais l'essentiel, c'est de quand même synthétiser l'ensemble ou bien une grande partie des formes, des manifestations de savoir en un seul être humain pour pouvoir quand même le transmettre à la société. Ce qui nous amène à la problématique de l'organisation sociale. La troisième partie que j'ai développée ici. Il ne s'agit pas quand même d'être intellectuel pour tomber dans le puits de Thalès, hein, pour rêver, pour rêvasser dans les cieux et pour quand même être isolé. L'isolement, c'est quelque chose de nécessaire, n'est-ce pas, pour pouvoir atteindre une certaine forme de gnose, mais il faut quand même redescendre. La dialectique platonicienne, il y a la dialectique ascendante, mais il est nécessaire de redescendre, pouvoir contempler et faire contempler la vérité à ses contemporains. C'est un peu la raison pour laquelle on taxe certains intellectuels de fous. La folie. C'est malheureusement le temps. Mais c'est... Hein? Oui, la marginalisation. C'est un domaine très important dans la mesure où la folie est une manifestation du savoir.
relisez Erasme de Rotterdam, relisez Michel Foucault, vous verrez que la folie est une manifestation et un moyen d'accéder au savoir. Mais folie n'est pas démence. C'est Aline Diané qui dit, interprète, organe et instrument de la nature, la folie permet l'épiphanie de l'être, c'est-à-dire la réalisation complète et entière de l'être humain. N'est-ce pas? Maintenant, ce n'est pas aussi quand même un choix de se retirer, d'être tout le temps hors de la société pour quand même être considéré comme un démiurge, comme un marginal. Maintenant, l'organisation sociale permettra, n'est-ce pas, théorie pour pratique, l'intellectuel qui sert alors de tremplin pour la réalisation d'une société et qui permet de réduire l'animalité dans la société, n'est-ce pas? Donc, pour conclure, madame, le maître mot de ce développement était le dialogue. Le dialogue entre les hommes, le dialogue entre les cultures au sens scientifique, le dialogue entre les textes, n'est-ce pas? L'homme dialogue avec lui-même et ce qui l'entoure, dialogue avec les textes et leurs manifestations, dialogue avec l'espace, dialogue avec le temps, donc comme cette analyse diachronique que nous avons fait au début. Donc par conséquent, le dialogisme culturel avec toutes les sémantiques du terme, voilà ce qui permet la réalisation de l'intellectuel. Donc nous avons au fil de ce travail essayé, avec l'aide de l'archéologie foucaldienne, l'archéologie de Foucault, avec l'aide du structuralisme de Barthes, de quand même définir une marge de manœuvre, des pistes de réflexion concernant l'intellectuel. Nous avons retenu que cet intellectuel auquel nous aspirons tous a la volonté pour support, la vérité pour entreprise, pour loyer, l'immortalité. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sow, comme toujours, de nous avoir fait la critique pour ce 5e numéro. Nous sommes arrivés au terme de l'émission Pensée critique. Je vous rappelle que vous aviez comme sujet « Qu'est-ce qu'un intellectuel ?» Monsieur Sow, votre mot de la fin. Alors, merci Nyanya, merci Semou d'avoir bien voulu vous libérer et d'avoir entretenu avec nous ce débat intellectuel. Nous remercions le professeur, n'est-ce pas, Mary-Teuw Niane, qui a ouvert la brèche. Nous remercions également tous ceux qui nous ont accompagnés, n'est-ce pas, nos professeurs, qui nous ont permis d'envahir leur bibliothèque. Le professeur Ousmane Diakhaté qui m'a ouvert sa bibliothèque le temps de l'émission, le temps des recherches. Et le professeur Aline Diané, naturellement, qui s'est beaucoup également investi en explications, en documentaire, en temps, en soutien, etc. Et merci à vous d'avoir présenté aussi magnifiquement cette émission. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Diouf, à vous d'avoir assisté à l'émission. Alors, votre mot de la fin? Je vais clore mon intervention en vous remerciant surtout du fond du cœur pour l'accueil très cordial et l'invitation qui m'a été envoyée et que j'ai vraiment appréciée parce que c'est une thématique qui m'a toujours intéressé et qui m'a toujours intrigué. Je peux juste présenter un tout petit peu. Voilà, vous dire que je suis ravi d'y être et de me confronter à un intervieweur et un chroniqueur très coriace, vraiment qui sait en tout cas vraiment faire le panorama de tout ce qui nous a réunis aujourd'hui ici. Et vous remercier également personnellement pour les questions et par leur pertinence. Et dire encore merci à l'audience et au déplacement aussi, pour le déplacement de Bachi aussi, vraiment qui est un ami chroniqueur et vraiment qui me suit bien et aussi que celui que je suis est vraiment très bien avec beaucoup d'intérêt. Et mes remerciements aussi au professeur Hassan Boupin et à toute l'équipe technique qui est là et qui nous projette bien et par rapport à tout ce que nous faisons. Et voilà, et merci à tous ceux qui m'ont accompagné et à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui vont nous suivre bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Diouf, c'est nous qui vous remercions de nous avoir apporté ces connaissances, d'avoir partagé ces connaissances avec nous. Merci beaucoup, un grand merci en tout cas. Alors au moins maintenant nous savons qu'un intellectuel n'est pas seulement celui qui porte des lunettes comme Mohamed Sow. Alors merci à vous chers téléspectateurs, comme je l'ai dit au début de l'émission, de rester fidèles à votre émission Pensée critique. Merci à Monsieur Diouf, merci beaucoup à Monsieur Sow, merci à l'audience et merci à notre équipe technique qui sans eux nous ne serons pas là. On se redonne rendez-vous très bientôt dans un autre numéro avec un autre sujet, mais toujours avec la même présentatrice et le même chroniqueur, Monsieur Sow. Au revoir.